N'avez-vous jamais eu l'envie de trouver un trésor? Que ce soit par hasard, comme dans le récit que je vais vous conter aujourd'hui, ou en tentant le sort avec une poêle à frire en écumant les campagnes de France. De toutes les histoires de trésors, rares sont celles qui se déroulent et se terminent dans la joie et la bonne humeur. Et le cas que je vais vous narrer aujourd'hui n'y fait pas exception. Le trésor de Gourdon est considéré comme l'un des premiers magots enfouis trouvés fortuitement par des particuliers à l'époque moderne en France. Et vous allez le voir, son récit est semblable à un véritable thriller à rebondissement. Cette vidéo va s'articuler tout d'abord autour du récit de la découverte du trésor, interprété et romancé par votre serviteur, puis nous nous pencherons sur les vérités historiques entourant cette histoire. Avant cela, je vous invite à vous abonner à la chaîne pour ne pas manquer les prochaines vidéos, et à me donner votre avis en commentaire, et sur ce, notre récit peut commencer. Ce jour-là, du 23 mars 1845, sur le mât Bocagé, où le petit village de Gourdon vivait dans la quiétude idyllique de la campagne de Saône-et-Loire, la petite Louise, âgée de 13 printemps, jouait avec la ferveur insouciante que l'on connaît des jeunes gens. La jeune bergère, qui gardait à son jeune âge quelques moutons pour Monsieur d'Arras, s'en allait à quelques rêveries, tout en longeant les haies qui bordaient le petit champ dans lequel elle se trouvait lorsqu'elle s'arrêta devant un petit tas de pierres. Elle entreprit la tâche de construire une petite maison avec celle-ci et s'imagina les histoires de la vie de ce petit fief, et quand l'ennui est venu pointer le bout de son nez, elle se mit à tracer une marelle à l'aide d'un petit bâton de bois qu'elle avait trouvé à côté. En traçant ces lignes, quelque chose de brillant attira son regard. Tout en se penchant pour observer ce qui avait annulé la monotonie de sa journée, elle se rendit compte que c'était une monnaie si brillante qu'elle était de la couleur du soleil. En la ramassant et en posant son regard dessus, elle fut surprise de ne pas voir la tête du roi Louis-Philippe qu'elle avait déjà vue sur les monnaies en bronze de son père. Soit, contente de son forfait, Louise l'utilisa pour jouer en la lançant sur la marelle, et ce jusqu'en fin de journée où son dur labeur fut terminé. Elle rangea la piécette dans sa poche et partit rendre les moutons à Monsieur d'Arras, à qui elle ne dit rien sur sa découverte, voyant le dit homme s'embêter avec son fils à réparer la roue de la charrette qui avait cédé face à un nid de poules devant la grange où il travaillait. Elle rentra chez elle, et sur la route, elle croisa son amie Marie, plus âgée qu'elle, qui rentrait aussi quelques moutons pour le fermier. Louise ne tint pas un mot de sa prise, connaissant Marie, qui n'aurait pas hésité à lui piquer, jalouse qu'elle était. Elle revint à la bourgade par les petits chemins qui menaient au village, avec comme repère le clocher de l'église qui transperçait l'horizon, aiguille de sa boussole. En rentrant chez elle, la gamine fut accueillie par son père Philippe, lui aussi tout juste rentré du travail. Elle s'empressa de lui montrer la monnaie qu'elle avait trouvée, et lui, en écarquillant les yeux, reconnut instantanément qu'il s'agissait d'une monnaie en or très ancienne. Il tenta bien de lire ce qu'il y avait inscrit dessus, mais sans succès. Philippe prit alors la monnaie des mains de sa fille et la questionna quant aux circonstances de sa découverte. Et elle, regrettant de l'avoir montrée à son père, resta évasive sur le sujet. Puis il lâcha l'affaire, trop obnubilé par ce qu'il tenait dans sa main, et partit immédiatement la cacher au grenier. Furieuse, mais ne pouvant pas trop le montrer, la fillette retourna à ses occupations quelque peu attristée qu'on lui ait pris ce qui avait égayé sa journée. Les jours passèrent dans un printemps naissant qui révélait chaque jour la beauté du paysage de Saône-et-Loire. La petite Louise menant ici et là ses moutons dans différents champs autour du village, ceux-ci mangeant vite l'herbe des parcelles, ce pourquoi il fallait souvent en changer. Toujours sous l'aiguise du clocher, cette rotation semblable à une horloge. Au matin du dimanche de Pâques, ce 20 avril 1845, Louise et son amie Marie sortirent de la messe pascale et partirent jouer ensemble, laissant leurs parents à leurs occupations d'adultes. Seule consigne leur était donnée de rentrer pour manger le traditionnel gigot d'agneau au déjeuner. Dans un coin de sa tête, Louise n'avait pas oublié sa découverte du mois dernier et attendait de pouvoir retourner dans le petit champ lorsque la rotation parcellaire lui permettrait. Or, ce jour-ci, où sa patience atteint sa limite, les deux compères profitèrent de leur temps libre pour y retourner. Louise convainc Marie en lui révélant l'histoire de la piécette à la couleur du soleil, et elles longèrent le petit chemin qui descendait vers la ferme du Vigny, et passèrent devant Monsieur d'Arras qu'elles saluèrent tout en continuant leur route. Monsieur d'Arras les observa, leur lançant un bonjour, et retourna à ses moutons. Arrivée au fameux champ, Louise s'employa à retrouver la marelle qui avait été effacée par les affres du temps, mais retomba vite sur le petit tas de cailloux avec lequel elle avait joué auparavant. Elle sortit de sa besace un petit pic en fer recourbé qu'elle avait pris à son père et qui lui servait au jardin. Avec lui, elle commença à fouiller maladroitement le sol à la recherche, comme elle l'espérait, d'une nouvelle piécette. Marie, quant à elle, restait plutôt sceptique, tout en regardant son amie s'affairer à retourner la terre. Soudain, le pic de Louise se coinça dans la terre.
En tirant de tout son poids, la gamine tomba à la renverse, déterrant la pierre qui retenait l'outil. Marie vint à son secours immédiatement en l'aidant à se relever. Louise posa les yeux sur le trou qu'elle venait d'ouvrir et distingua qu'au fond de celui-ci, une épaisse tuile était scellée dans la terre. Elle s'employa alors à la déterrer elle aussi en grattant ses contours. Chose faite, elle la retira et la sidération envahit les yeux des deux fillettes. Sous leurs yeux, à la place où logeait la tuile, elles distinguèrent une plaque jaune ornée d'une croix qui inondait de lumière le trou fraîchement creusé. Elles restèrent là, à contempler cette plaque quelques secondes, avant que Marie, prise de panique, criant à Louise qu'elle venait sans nul doute de profaner la tombe d'un ancien prêtre du village. Leurs sangs ne firent qu'un tour, qu'elles se mirent à courir hors du champ, apeurées des conséquences divines de leur acte. Marie pestait contre Louise tout en s'enfuyant quand, au détour de l'entrée de la petite parcelle, interrogée par ses cris, elles tombèrent nez à nez sur M. Darras et sa servante qui avaient été interpellés par le vacarme et, croyant à un incident, étaient venus à leur rencontre. La petite Louise expliqua tout en pleurant avoir trouvé la mère aux écus et qu'elle ne voulait point avoir de problème avec le prêtre du village qui lui faisait bien peur. Darras crut d'abord à une plaisanterie et il demanda aux filles de lui montrer où elles avaient fait leur forfait. Marie mena le fermier à l'endroit de la découverte et en observant le trou fraîchement creusé, il fut lui aussi pris de stupeur. Darras se releva et cria aux filles restées en retrait qu'elles avaient commis une faute grave et que si elles ne déguerpissaient pas vite d'ici, elles iraient toutes deux en enfer pour ce qu'elles avaient fait. La panique revenue, les deux fillettes se mirent à s'enfuir vers le village tout en sanglotant et imaginant les punitions qu'elles écoperaient pour cela. Darras, quant à lui, avait parfaitement compris de quoi il en retournait. Il fit venir sa servante, elle aussi apeurée par ses dires, et le fermier commença à déterrer la plaque qu'il estimait déjà être de l'or. Il exhuma la plaque, qui était en fait un plateau, et du dessous, il en sortit un grand calice et une bonne centaine de monnaies en or. Darras prit le tablier de sa servante pour s'en faire un sac et mit le trésor à l'intérieur. Après avoir vérifié qu'il n'en restait aucune, il replaça la tuile et la pierre, puis reboucha le trou. Presque euphorique d'une telle découverte, il donna plusieurs monnaies à la servante pour acheter son silence, et tous deux partirent vers la ferme où le fermier cacha sa prise. Les deux fillettes, quant à elles, coururent jusqu'au village, et dans cette course effrénée, Louise tomba au sol, déchirant son chaperon et rajoutant du mal à sa peine. Toutes deux arrivées au village, elles se séparèrent et rentrèrent en leur foyer. En ouvrant la porte, Louise tomba nez à nez avec son père, qui la questionna immédiatement sur les raisons de son retard et pourquoi diable était-elle recouverte de terre et ses habits souillés. La colère remplaça la peine de la fillette, accusant le coup pour cette journée de malheur. Elle resta muette tout d'abord, mais son père, flairant que quelque chose n'allait pas avec ce silence, lui décrocha une gifle pour la faire parler. Alors, à bout de nerfs, Louise expliqua toute l'histoire à son père. Philippe fit de suite le rapprochement avec la monnaie du mois dernier. Et bon qu'il était, il rassura sa fille, lui disant qu'elle n'irait pas en enfer, et que dans son malheur, elle avait bien fait de lui dire. Il envoya la fillette se nettoyer à l'auge pour le repas de Pâques, et lui dit de ne parler à quiconque de cette histoire. Le lendemain, M. Darras, quant à lui, alla à la rencontre d'un autre fermier qui travaillait lui aussi sur les terres du Vigny pour M. Teinturier. Il mit alors son collègue François dans la confidence, racontant qu'il avait trouvé une trentaine de pièces d'or dans une de ses parcelles. Darras espérait qu'il pourrait l'aider à blanchir le trésor par l'intermédiaire d'un collectionneur d'antiquités. Et François Bertrand avait effectivement quelques connaissances non loin de là, à Dijon, et il accepta son offre contre une partie de la mise. Les deux hommes se serrèrent la main et rentrèrent tous deux en leur foyer. Sur le chemin du retour, François, qui avait une bonne mémoire, se souvient de vieilles histoires que racontaient les anciens. Il avait appris de son grand-père l'histoire d'un soi-disant trésor caché à Gourdon. Bien qu'on ne sache pas bien pourquoi, il était de coutume de dire qu'il était caché ici il y a fort longtemps, pour que d'anciens envahisseurs ne mettent pas la main dessus lorsque le village menaçait d'être mis à sac. Le lendemain, François profita d'une livraison de foin, non loin de là, pour se renseigner auprès d'un marchand à qui il achetait de temps en temps quelques liqueurs frelatées. Sans doute un peu niais qu'il était, il raconta l'histoire dans les moindres détails. Il ne fallut que quelques jours pour que cette histoire fisse le tour du village au grand dam pour Darras qui commençait à voir les habitants le regarder bizarrement. Le prêtre du village, entendant cette histoire, s'arma d'une feuille et commença à écrire une lettre à M. Teinturier pour l'avertir de cette rumeur. Se sentant acculé, Darras finit par rester cloîtré à la ferme, envoyant ses servantes pour ses courses et attendant des nouvelles de François. C'est aussi à Philippe Forest, le père de Louise, que cette petite musique de village vint chatouiller les oreilles. Il ne mit pas longtemps à faire le lien immédiat avec l'histoire de sa fille quelques jours plus tôt. Empli de colère, il se rendit à la rencontre de la maréchaussée pour expliquer ce qu'il savait, comptant bien faire valoir les droits de sa fille sur le désormais polémique trésor de Gourdon. Une semaine plus tard, l'ordre et le calme revenus,
Louise et Marie étaient au champ avec leurs moutons et Daras travaillait lui à la ferme. Il fut surpris de voir débouler sur un grand cheval Monsieur Teinturier, le propriétaire des terres du Vignier. Il était accompagné par 2 hommes de main qui n'avaient pas l'air commodes. Daras comprit tout de suite la raison de leur venue. Les hommes arrivant, il devint blême et ses genoux se dérobant, tomba presque à terre, l'homme d'une 50aine d'années dut s'asseoir. Gabriel Teinturier le salua d'un air froid et descendit du canasson. Il demanda à Daras s'il n'avait rien à lui dire, et Daras fut forcé d'expliquer la situation. Il narra comment il avait trouvé le trésor, racontant comment par hasard, en dépierrant une parcelle, il était tombé sur le magot. Alors Daras fut forcé de traiter avec le propriétaire des lieux. Il ouvrit une des malles dans la bâtisse et donna la moitié des pièces d'or à Teinturier. Puis les hommes remontèrent sur leur cheval et partirent. Bien que quelque peu fâché d'avoir perdu la moitié de son trésor, il fut soulagé d'en avoir gardé plus de la moitié et surtout se félicita d'avoir caché à un autre endroit le plateau et le calice. Il but un petit coup de gnôle pour se remettre de ses émotions et revint à ses moutons. Mais malheureusement pour lui, il n'était pas au bout de ses peines, car c'est un peu avant le déjeuner qu'une dizaine de gendarmes arrivèrent prestement dans la cour de la ferme. Ébahi, Daras crut d'abord à une méprise, mais devant le procès-verbal du procureur lu par le capitaine, Daras s'effondra sous le poids de sa culpabilité. Le capitaine annonça la perquisition de la bâtisse et il n'eut guère de peine à mettre la main sur le plateau, le calice et une 40aine de pièces d'or. Le fermier fut averti qu'il allait être emmené en vue de son procès à Chalon-sur-Saône pour dissimulation de biens historiques et tentative d'escroquerie. Ce matin du 11 juillet 1845, Philippe réveilla sa fille pour l'emmener quelque part. Il dit à Louise que ce jour allait être important. Tous deux partirent en direction du poste des gendarmes qui les emmenèrent à Chalon-sur-Saône. C'était la première fois que Louise montait dans un fiacre, et elle fut grandement amusée de cette balade. Arrivés en ville, père et fille furent conduits à l'hôtel de justice. Louise questionna son père sur les raisons de leur venue, et Philippe lui demanda de patienter. 1 heure plus tard, ils entrèrent dans la salle d'audience, où Louise reconnut immédiatement un des hommes assis sur le banc des accusés. C'était M. Daras, qui avait grise mine et qui la toisait d'un air grave. Elle comprit immédiatement la raison de sa venue et pensa d'abord qu'elle aussi allait être punie pour avoir causé tous ces problèmes. Or, ce n'est pas ce qui allait se passer ce jour-là. Le procès commença et on laissa M. Daras raconter quelques inepties sur le fait qu'il avait trouvé seul le trésor, et peu après, on fit venir Louise à la barre et on lui demanda de raconter sa version des faits. Et c'est ce qu'elle fit sans omettre un seul détail de l'histoire. Pour corroborer ses dires, Philippe sortit de sa poche la monnaie que Louise avait trouvée et la donna au juge qui lança un regard noir à Daras, qui, lui, se sentant fini, implorait pardon. Daras, ainsi que son complice François, furent condamnés à 3 mois de prison, et tous deux à une forte amende pour avoir dissimulé la vérité quant à la découverte du trésor. En tant qu'inventrice du trésor, Louise reçut 34 petites pièces d'or, ainsi que 18 grandes, et pareil pour M. Teinturier, qui était bien sûr le propriétaire des lieux. Les 2 condamnés tentèrent bien de faire appel, mais ils aggravèrent leur cas car le tribunal confirma son jugement et leur imposa une amende supplémentaire de 2000 francs due à Louise pour dommages et intérêts. Quant au plateau et au calice ne pouvant pas être partagés, ils furent vendus aux enchères et l'argent revint au propriétaire et à l'inventrice. Et ainsi se clôtura l'histoire de la découverte d'un des premiers trésors français retrouvés par des particuliers. L'histoire que je viens de vous raconter est mon interprétation romancée, bien que collant parfaitement aux faits historiques connus, et relatée dans la lettre de M. Rossignol au comte de Salvandy, alors ministre de l'Instruction en 1846, retranscrit dans le bulletin de la Société nationale des antiquaires de France. Nous allons maintenant aborder une approche historique plus stricte et parler de l'origine du fameux trésor de Gourdon. Il faut comprendre qu'à la suite du jugement de Daras et à la restitution du trésor à Louise Forest et à M. Teinturier, ceux-ci, ne sachant que faire des monnaies, les ont vendues aux enchères les jours suivants. Et malheureusement, on ne connaît pas le nom des acquéreurs. Nous avons pourtant une liste écrite par M. Rossignol, et voici les types de monnaies que devait contenir le trésor. Un solidus de Léon, un solidus de Zénon, 14 solidi d'Anastase, ainsi que 63 triens aussi d'Anastase. 20 solidi de Justin et 5 triens du même empereur, et n'oublions pas évidemment le calice et la patène en or.
Des documents postérieurs écrits par Charles Lenormand en 1848 signalent que les monnaies se dispersèrent entre les mains d'un grand nombre de marchands et de collectionneurs, et pour beaucoup furent fondues à cause de la non-popularité des empereurs figurant sur celles-ci. Il faut aussi noter que lors de la découverte du trésor, Darras éparpilla plusieurs monnaies entre les mains de on ne sait qui, et qu'il est parfaitement probable qu'il n'ait pas rendu l'intégralité des monnaies aux autorités. Sur l'origine du trésor, il est acté que les monnaies sont toutes burgondes, et qu'au VIe siècle, le petit village de Gourdon possédait un monastère d'où pourrait logiquement provenir le trésor. Son enfouissement se situerait au moment de la conquête de la Bourgogne par les Francs, vraisemblablement vers l'année 530, et ce avant l'avènement de Théodebert en 534. On pense qu'un moine aurait pu cacher les monnaies et les reliques par peur d'une attaque franque sur le village, alors faisant partie du royaume burgonde. En effet, une centaine d'années plus tôt, le peuple des Burgondes, venu des confins de la mer Baltique, prirent possession de ce qu'on appelle aujourd'hui la Bourgogne, vers 443 comme auxiliaire de l'armée romaine. Lors de l'invasion de la coalition des fils de Clovis, Childebert, Clotaire et Tibère, Godomar, fils de Gondebaud, fut défait et le royaume tomba alors, à l'époque mérovingienne et à la main des Francs. Le contenu du trésor. Le calice de Gourdon, qui est similaire à la forme des céramiques romaines dans lesquelles il buvait du vin, est haut de 7,5 cm, pourvu d'un pied tronçonnique, d'une panse profonde et de 2 anses aviformes, c'est-à-dire à l'image d'un oiseau, reconnaissable par son bec et aux grenats qui forment l'œil. Sur la panse se déploie un décor de fil d'or, de grenats et de turquoise serties, celle-ci taillée en forme de cœur et de palmettes. Même si son style se rapproche des Romains, ces décors sont tout à fait barbares, tant dans son iconographie que dans sa technique. En effet, alors que l'Empire romain développait des architectures et des arts nécessitant des installations durables, comme la céramique, les peuples nomades créaient des objets légers, facilement transportables, soit en particulier de l'orfèvrerie. Ce sont eux qui ont mis au point la technique du cloisonné, utilisée dans le calice de Gourdon, tout comme dans la patène d'ailleurs, et qui consiste à insérer une pierre en force entre les cloisons d'or. Par rapport aux anses aviformes, elles pourraient faire référence à l'aigle de l'Empire romain, mais tout aussi provenir de l'iconographie barbare, tant l'image de l'oiseau est utilisée par ceux-ci à cette époque. La fonction de ce calice serait de présenter le sang du Christ lors de cérémonies religieuses. La patène de Gourdon est un objet liturgique similaire à un plateau. Elle présente une bordure couverte de grenats cloisonnés, une croix en grenat en son centre et 4 motifs cordiformes en turquoise en ses 4 coins. Ce mélange de styles est à la croisée de l'art barbare, de l'influence romaine et de la religion chrétienne que les Burgondes avaient adoptée. La fonction de cet objet aurait été de présenter l'hostie lors de cérémonies religieuses. Quant aux monnaies, comme dit plus tôt, les 104 monnaies du trésor furent mises en vente aux enchères et furent dispersées auprès d'acheteurs dont le nom ne fut pas relevé et dont certains, qui ne s'intéressent qu'au métal, les fondirent. Au moment de la vente, une liste sommaire fut établie par Rossignol, numismate et membre de la Société historique et archéologique de Chalon-sur-Saône, qui identifia des pièces à l'effigie d'empereurs romains d'Orient, un solidus de Léon Ier, un autre de Zénon, 14 solidis et 60 triens d'Anastase, 20 solidis et 5 triens de Justin Ier. Rossignol remarqua l'excellent état des monnaies de Justin qui semblaient directement sorties de l'atelier de frappe. Seul rescapé de la dispersion provoquée par la vente, 4 pièces que Teinturier offrit à la ville de Dijon et que conserve la bibliothèque municipale purent être examinées en 1848 par Charles Lenormand, alors conservateur du cabinet des médailles de Paris. Ce petit lot comportait un solidus et un trien d'Anastase ainsi qu'un solidus et un trien de Justin. Lenormand remarqua sur le revers de chacune des monnaies d'Anastase un monogramme de forme cursive entrelacée qu'il identifia comme ceux de 2 rois burgondes, Gondebaud et Sigismond, alors contemporain de l'empereur Anastase. Les conclusions. En 1872, Charles-Jules de Labarthe voyait le trésor de Gourdon comme un cadeau de pièces d'or offertes sur un plateau d'or par l'empereur Justin Ier aux Burgondes, et considérait le plateau et le calice comme de l'orfèvrerie orientale. L'examen numismatique de ce qu'il reste du trésor indique au contraire des émissions à l'effigie impériale issue d'un atelier monétaire burgonde, confirmant alors l'origine locale du calice et de la patène. Voilà maintenant terminé mon récit sur ce fabuleux trésor de Gourdon. Si cette vidéo vous a plu, je vous invite à vous abonner à la chaîne pour ne pas manquer les prochaines vidéos et de commenter celle-ci pour me faire part de votre avis sur cette histoire. Sur ce, je vous dis à la prochaine et si par hasard un jour vous trouvez un tel trésor, ne laissez pas la cupidité vous faire perdre l'esprit à l'image de Monsieur Darras. Bien à vous, votre humble serviteur.